Merci et j'espère que tu vas bien, Pierre. Oui, je te remercie, je vais très bien, j'espère que toi aussi. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Oui, voilà, je m'appelle Pierre Godet, je travaille actuellement pour Pixie depuis bientôt 3 ans, en tant que le nom pompeux écrit sur la fiche de salaire, c'est chef de projet éditorial, mais tout le monde appelle ça éditeur, grossièrement. Et je suis plutôt responsable du pôle localisation. Peut-être que dans un autre podcast, tu as fait déjà la différence. Au pire, je retirerai la différence qu'il y a pour moi, en tout cas, entre édition et localisation, parce que c'est pas le même métier. On va dire, il y a un art noble et un art un peu plus facile entre les deux. Ouais, c'est vrai que après la localisation, c'est facile, donc c'est plus facile, mais en même temps, c'est pas si facile que ça parce que dans le monde, il y a beaucoup de jeux qui sortent et il faut trouver les bons jeux qui correspondent au marché, quoi. Oui, je grossis le trait. Hein, je devrais pas minimiser le travail comme ça, mais c'est vrai que moi, je trouve ça toujours impressionnant les personnes qui ont alors le temps. Ça, pour en discuter beaucoup avec d'autres confrères, le temps est toujours la ressource problématique, hein, que ce soit en localisation ou en édition, mais c'est vrai que voilà, quand tu as le temps de te poser sur bah tiens, j'ai un timbre-poste, j'y crois à mort, comment je le transforme en produit fini qui finit dans une boutique, c'est beau, tu vois, enfin genre ça raconte vraiment toute une histoire derrière où moi je dis juste ah ouais, je l'ai testé sur salon, c'était extraordinaire, fallait le faire, tu vois, genre on peut le faire très vite quoi. Oui, c'est vrai que c'est plus rapide. Après, tu traduis les règles et Oui, il y a tout un chemin de croix, on va dire, de tu reçois des fichiers qui sont horribles, il faut que tu changes plein de choses, il faut que tu l'adaptes un peu plus pour le public français, etc. Il y a des choix aussi à faire, mais voilà, c'est deux dimensions différentes, en tout cas de mon point de vue. et toi, t'as l'envie que ça soit parce que Pixie, vous faites pas trop de autre chose que de la localisation. J'ai vu qu'il y avait des petites boîtes carrées un peu. Exact, c'est Bon, ça. on On va dire fait les un petites boîtes Knizia, parce que c'est C'est très que... ça principalement, Knizia. Là, le prochain, Tiens, attends, il est où? Il est là. Oui, bah les gens le verront pas, bah tant pis. Hein. Mais tu vois, ça c'est voilà, c'est un Bruno Catala, Ludovic Maublanc qui va arriver probablement fin d'année. Bah là, on fait tout. Pour le coup, on va se tenter, mais tu vois, c'est des projets entre guillemets qui se résument à de la carte, quelques tuiles. On part pas sur un matériel, comment dire, incroyable avec du plateau double layer. Comment on fait un bel insert dans la boîte, machin et tout. Tu vois, on s'évite beaucoup de problèmes de par le fait que je suis tout seul chez Pixie à faire ça. Donc Oui, forcément, on en revient à la j'ai plein ressource, d'autres quoi. projets à gérer. Donc faire de l'édition, une fois de plus, c'est ce qu'il y a de plus chronophage. Donc du coup, c'est un choix qu'il faut faire et si tu veux pas bloquer les autres projets, il faut continuer d'avancer quoi. Voilà. Donc Oui, c'est pour sûr. Et ça. puis après, du coup, parce que Pixie, on va dire, vous faites de la localisation, mais vous faites aussi de la distribution. Je sais pas après quelle est Oui, votre base de cœur de métier, si c'était la distribution avant la localisation ou... à la base, c'est de la distribution. Pixie c'est 2016 la création. C'est toujours le même l'un des fondateurs et le patron de la boîte encore actuellement, Eric Sublet. Et au départ c'est vraiment de la distribution qui s'est porté sur ah bah tiens on peut faire de la localisation parce qu'on nous a proposé tel projet, notamment la comment ça s'appelle, la gamme Garfield Game de Shem Phillips, donc Pillard de la mer du Nord par exemple. C'était une occasion qu'ils ont pu faire, ils se sont dit bon allez go on essaye. Et c'est comme ça. En fait, c'est pareil. C'était une opportunité qu'ils ont eue, qui s'est plutôt révélée Payante, quoi. payante, c'est exactement. Et puis après, ils ont gardé un petit peu cette fibre-là de, bah tiens, voilà, on va faire des jeux plutôt initiés, experts dans, on va dire, tout ce qui va être Eurogame principalement. Puis chez Pixie, il y a très très peu d'Améritrash, il y a quelques wargames, mais même ceux-là, ils sont plutôt très typés européens mine de rien. Voilà, c'est plutôt une ADN Eurogame expert, gestion de ressources, poste d'ouvrier, tout ça, quoi. À la Après, base, c'est en avec tout cas. le marché, le marché français est quand même plus axé Eurogame qu'Ameritrash, même si ça fonctionne aussi les Ameritrash, mais j'ai Ah ouais, l'impression j'allais que... te dire Zombicide, bon Oui, voilà, quand je bossais en boutique, je peux te dire que j'en ai passé des trucs, hein. oui, après, J'en ai passé oui. des zombicides. Oui, Zombicide, c'est peut-être le celui que tout le monde que tout le monde a eu, je pense, ou que en tout Hmm. cas qui s'est vendu énormément. Ok, oh, cool. Et du coup, bah, tu me disais en boutique, du coup, quel était ton parcours un peu pour arriver là où t'es Et, aujourd'hui? je sors d'études d'infirmier à la base. Je me dis bon non, chiant en fait, j'y vais pas.
et pour plein de raisons diverses et variées. Et puis un jour, j'étais très, comment dire, je faisais beaucoup de Warhammer à la base, le vieux, donc fantasy, et beaucoup de tournois. Et il y avait une boutique qui a ouvert dans la ville d'à côté, et j'ai vu qu'ils en faisaient. Et le gars, j'ai vu qu'il bossait les samedis et dimanches, mais genre le dimanche tard, tu vois, jusqu'à 20h. Je me suis dit, putain, il est fou ce type. Et bon, j'y vais une fois, deux fois, machin et tout. Je trouve l'ambiance plutôt sympa et tout. Et puis un jour, je lui dis, bah écoute, voilà mon CV en tant que joueur de Warhammer Fantasy. Donc j'avais fait quand même les France, etc. J'ai un niveau de jeu. J'avais un niveau de jeu. Il faut faire une croix sur Surtout Warhammer, faut faire une faut croix avoir sur ça. J'avais fut un temps un niveau de jeu. Et je lui dis, bah écoute, voilà, toi t'as une famille, peut-être que le dimanche, mais véridique, hein, peut-être que le dimanche t'as envie d'être tranquille. Est-ce que tu me prendrais pas, allez, même à mi-temps les week-ends et tout, parce que de toute façon j'avais envie de gagner un peu d'argent et tout. Je me suis dit bon bah le jeu de société au moins c'est un peu réducteur pareil encore une fois, mais bon j'avais pas envie de bosser chez McDo ou tu vois faire les marchés quoi, grosso modo. Oui, c'est chill et puis c'est un truc qui te parle, en vrai. Ouais, c'est ça, exactement. Mais je suis arrivé, juré, j'avais jamais joué à Catan. Ticket to Ride, j'avais dû faire une partie en dilettante. Même aujourd'hui, je pense que je pourrais pas t'expliquer les règles du jeu. Agricola, probablement que tout le monde connaît, pareil. Quand j'ai dû comprendre le jeu, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est impossible, tu vois. Alors que bon, lire des livres d'armée de Warhammer, ça, pour le coup, pas de problème, tu vois. Mais alors les règles du jeu, je trouvais ça obscur, c'était difficile. Je me suis fait violence, hein, véridique. Seven Wonders, tout le monde en parlait en disant ah, tu vas voir, c'est génial et tout. Ma première partie, j'ai fait non mais c'est trop dur vos conneries là les gars. Et mais il m'a quand même pris. Ah ouais, il m'a quand même pris, tu vois. Juste sur en fait, tu l'avais tellement attaqué de manière sentimentale qu'il s'est dit bon, allez. Bah, je sais pas si c'était du sentimental, mais en tout cas, ouais, peut-être que l'argument de bah t'as peut-être envie d'avoir tes dimanches avec ta famille, ça a marché. Véridique, je pense que c'était mon meilleur argument de toute façon parce que voilà, j'avais pas autre chose. Hein. Et période de test, au début CDD, machin, et puis on fait un Noël ensemble, ça marche super bien. Et puis il me dit bon allez, vas-y, si tu reprends pas tes études, go, je te prends à plein temps. Je fais bah, allez. Laissons-nous tenter. Je fais 7 ans, on va dire, approximativement 7 ans dans cette boutique en tant que vendeur, etc. Je commence à cultiver ma culture et ma passion pour le jeu de société. Tu vois, elle est vraiment arrivée après, au final. Vraiment tout ce qui était tout type de jeu. Au final, après, je jouais à tout. Au final, ouais. Et pas spécifiquement, quoique je me suis très vite éloigné tout ce qui est party game. Ce que j'aimais bien, c'était passer du temps à table. Tu vois, genre se dire bon allez, on se prend la tête maintenant et tout, surtout vers la fin. Et puis bon bah au bout d'un moment, t'arrives proche de tes 30 ans, tu te dis bon, est-ce que vraiment je vais rester tout le temps vendeur dans une boutique? Est-ce que le SMIC c'est sympa? Si j'ai envie de m'installer quelque part en région parisienne, ça va être un peu dur. Et puis tu te dis bon, allez go, on tente. Et un éditeur un jour est venu, pareil, hein, on est encore dans la full chance, hein, mais un éditeur est venu pour présenter un projet Kickstarter que je sais pas si je vais le nommer en toute honnêteté. Tu me diras si tu veux des noms ou pas, mais voilà, c'est un éditeur qui a fait un Kickstarter. Je connais l'éditeur, mais on va pas le nommer, on va rester. Voilà, c'est un éditeur qui était venu pour montrer un projet Kickstarter qui a été validé sur Kickstarter, mais qui n'a jamais été livré, in fine, pour diverses raisons qu'on pourra étendre. Ça là-dessus, je pense qu'on pourra le dire. Hein, mais bon, cet éditeur-là, au début, moi, ça me semblait trop bien, une licence super forte. Je me suis dit, ah bah allez, pourquoi pas. Et ils m'ont pris en tant que commercial, du coup, sur ça. Donc c'était super parce que j'ai commencé à faire des salons internationaux. Tu vois, j'avais jamais forcément fait Essen et autres, donc c'était trop cool sur cette partie-là. Il y a eu des hauts, des bas. Il y a eu beaucoup de bas jusqu'à ce que ça finisse à la justice, grosso modo, où le tribunal commercial a dit bon allez, c'est intenable, vous faites n'importe quoi, ça dégage. Alors quand je dis ça fait n'importe quoi, direction, hein, nous salariés déjà, si on était payés, c'était cool. Et derrière, une petite année de errance, bon qui était plutôt cool parce que premier enfant, etc. Donc oui, c'était le hasard de la vie. Bon moment, on va dire. Ouais, c'est ça. Franchement, que... c'était trop cool. Voilà, j'ai pu faire un an avec mon premier enfant complet, quasiment sans me soucier de est-ce que j'aurais de quoi remplir le frigo. Donc trop bien. Et derrière, il y avait des projets chez cet éditeur qui me plaisaient. Et c'est vrai que ça, je suis passé un peu vite dessus, mais il y avait un projet de localisation qui a super bien fonctionné, qui s'appelle Escape the Dark Castle. Ok.
Ok. Donc qui est encore en boutique. Oui, il est encore en boutique. Hein. Je sais qu'il y a eu 2 ou 3. Alors, si je dis pas de bêtises, je suis même sûr de pas dire de bêtises. Je vais pas m'en souvenir du nouveau distributeur éditeur qui a récupéré ça. On leur a cédé les droits. Ouais, c'est Ludi quelque chose, mais je m'en souviendrai pas. Tant pis. Désolé, je m'excuse auprès de cet éditeur. Et donc oui, je sais qu'ils ont fait plusieurs reprod. Ils ont derrière fait Escape the Dark Sector, qui est la version SF et tout. Donc ça a plutôt très très bien fonctionné. Les extensions aussi sont sorties. Donc ouais, celui-là, ça avait très bien fonctionné. Derrière, ça a tiré des projets qui étaient super cool. Et avec les anciennes associées à Ludistri, le nom de l'éditeur. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. C'est sauvé. Et donc du coup derrière, ça a permis d'avoir des auteurs qui se sont intéressés à un peu qui on était, etc. Il y avait 2 jeux qui étaient super bien, et il y en a un qui, après la sortie de cette maison d'édition un peu douloureuse, on s'est dit avec des anciens collègues, bref, venez. Tout ce temps dépensé, toute cette vu comment on en a chié, on va dire les termes, hein, ce serait dommage de pas aller jusqu'au bout. On a fait notre petite entreprise d'édition. On a sorti le jeu qui s'appelle Vorex, donc de Timothée Decroix. Très content du résultat succès. C'est comme ça qu'on a rencontré Pixie, parce que ça a été notre distributeur. Tu vois, quand on a fait les différents tours des distributeurs, machin. J'ai rencontré Eric à ce moment-là. Il avait beaucoup aimé, en tout cas, il a dit quelque chose du genre, pour des néo-éditeurs, vous savez exactement ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller. Et c'est toujours plaisant, tu vois. Donc on a sorti le jeu, etc. Et il m'a pris via cette entreprise au début pour me dire écoute, j'ai du retard, j'ai personne vraiment qui gère tout ce qui est localisation chez moi, est-ce que tu peux faire ça sur le côté, quoi, grosso modo, quoi. Voilà, tu vois, un peu prestataire, en fait le terme, hein, c'est prestataire. On a dit oui, pourquoi pas, je sais faire fondamentalement la localisation, j'en ai fait un petit peu chez l'ancien éditeur, je sais comment ça tourne, j'ai des traducteurs-trices qui travaillent très bien avec moi, je connais un peu ce qui est graphisme et autres, et pour parler avec les usines en anglais, c'est pas un problème, donc go, on tente. Et puis on fait ça pendant quelques mois, et puis après il me dit bon Pierre, c'est trop chiant là, t'es jamais là pour les réunions d'équipe, finalement le mi-temps, je vois bien que ça passera pas. Est-ce que t'es ok pour pour un plein temps? Et ça a été possible parce que il a eu une très très bonne année avec TTMC. Je pense que ça tout le monde connaît. Hein. Et HeroQuest, quand c'est ressorti, tu sais la version retail, parce qu'au début c'était voilà, ils ont fait une V2 grosso modo Hasbro, et ça a trop bien cartonné aussi. Ça a voilà, ça a très bien marché. Et puis il m'a dit bon allez vas-y, c'est bon, là finalement j'ai pas mal de voyants au vert, go, on part. Et puis voilà, tu vois, ça ressemble à ça mon parcours. Pour ça je te dis une fraude, oui et non, dans le sens où après le hasard de beaucoup de choses. Pour moi en tout cas, quand je t'écoute, il y a une part de hasard, mais il y a quand même à chaque fois, t'as quand même poussé la chance, quoi. Elle n'est pas arrivée comme ça, parce que par exemple dans la boîte où tu as du coup développé des jeux, bon, ça s'est très mal passé, il y a eu pas mal de problèmes, après j'ai vu pas mal de choses, ça a un peu beaucoup d'entreprises Kickstarter, ça un peu c'était mal géré, on va dire les termes, et après tu as quand même toi décidé de créer ta boîte, et c'est grâce à ça que t'es allé à Pixie Game. Mais est-ce que du coup toi, quand t'as créé ta boîte, à un moment donné tu t'es pas dit en vrai on a réussi à faire pourquoi on continuerait pas à faire de l'édition? C'était le plan. C'était le plan, hein, de se dire allez, on continue, etc. Mais donc on était 4 associés au départ. Donc les 4 avaient travaillé pour ou avec, parce que c'était aussi avec des prestataires, vraiment c'était une sorte de revanche sur le passé, entre guillemets, quand on l'a fait, et puis comme je t'ai dit, hein, l'objectif c'était de se dire vraiment on a passé tellement de temps à développer les jeux, allez on tente, tu vois, c'est trop dommage de pas aller jusqu'au bout, de concrétiser ça. C'était des projets qu'on avait à cœur. On en a fait un, du coup Vorex, qui a très très bien fonctionné, en tout cas dans un premier temps. Après malheureusement voilà, la vie des jeux maintenant c'est dur, faut dire les termes, tu vois. Et ça fait partie des choix aussi, hein, qui fait que pourquoi on a choisi cette sécurité-là. Moi, il me fallait une sécurité, comme je t'ai dit, jeune père et tout, premier enfant. Si en plus derrière tu te lances dans première fois entre guillemets gérer une entreprise. Alors on était 4, c'était super. Chacun avait plus ou moins une fonction qui permettait aux autres de se dire c'est bon, j'ai pas besoin de m'en occuper, parce que bon, moi tu me donnes des documents importants administratifs, c'est mort.
Voilà, on va dire le terme. Et puis après projet de vie différent, hein, il fallait bien qu'on trouve tous un travail du coup pour loyer, crédit, frigo, Ouais. la totale. Donc du coup un petit peu moins de temps sur les projets. Du coup chaque salon c'était est-ce qu'on est disponible? Oui, non. Moi je peux pas faire tout le salon, etc. Tu vois, enfin ça apportait Oui, son lot de problématiques entre guillemets qui font que est-ce que ça vaut le coup de continuer? C'est beaucoup d'efforts, pas grand chose, ouais. forcément, c'est pas grand chose. Réussir un projet, sortir ton jeu, le voir en boutique et tout, Oui, c'est c'est quelque déjà. chose. Tu vois, c'est quelque Mais chose. quand je Mais dis pas grand chose, c'est plus de manière pécuniaire. Déjà, un jeu, 4 personnes, même si le jeu fonctionne, sur un jeu, tu vis pas plusieurs années, c'est impossible. ah non, 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 Et, clairement pas. et du coup, ça demande de toujours refaire. Et comme toi, tu disais que t'étais un peu jeune père, tout ça, donc ça faisait peut-être trop de premières et C'est ça. c'était Ah oui, oui, c'est une question de temps financement parce que pareil, au début, une entreprise, et c'est normal, ça te coûte plus entre guillemets que ça ne te rapporte. Surtout au départ, dans l'édition, il faut que t'aies vraiment ton jeu locomotive. Le premier, grosso modo, déjà, s'il arrive à se rembourser de tous les frais, t'es content. Tu vois déjà, c'était vraiment l'objectif, c'était de ne pas perdre d'argent. Si t'en faisais, c'était encore mieux. Et puis après, il faut se refaire une santé financière pour le deuxième. Le deuxième était vraiment très gros et ça imposait de faire des moules de petites pièces, etc. Donc le prix, c'était pas que du carton papier. Et là, c'était trop gros en tout cas pour nous cette échelle-là, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'après derrière, quand Eric a dit vas-y go, est-ce que tu veux passer à plein temps, j'ai dit oui. Et tu vois, même dans le contrat, de toute façon, il m'avait autorisé à garder la société pour pouvoir faire de l'édition, puisque de toute façon, chez Pixie, je faisais de la localisation. oui, Tu vois, donc il y donc avait pas là-dessus, il y avait de. exactement. Il avait dit, non, non, moi ça me gêne pas, on fait pas d'édition chez Pixie en tant que tel. Donc la localisation, en revanche, t'en feras pas dans ta société. En revanche, l'édition, tu pourras en faire. Il y a pas de problème. Puis de toute façon, comme j'étais distribué par Pixie, Oui, en vrai, ça retombe. fondamentalement, Oui. voilà, fondamentalement, il y avait pas de problème. Donc Le seul problème, c'était peut-être le temps. oui, oui, non, mais au bout d'un moment, c'est juste, tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Surtout que la localisation, en plus, j'ai l'impression que Pixie, c'est quand même en train de monter. En tout cas, en tant que entreprise de localisation, il y a de plus en plus de jeux qui Oui. arrivent et de jeux intéressants. Et du coup, ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Et du coup, tu peux pas, je pense, faire les deux. En tout cas, c'est compliqué. Oui, je te remercie en tout cas de notifier comme quoi Pixie, ça y est, ça commence à monter. Moi, je pense que Pixie avait toujours plus ou moins existé, même quand j'étais en boutique, tu vois, comme je te disais, ils avaient donc tous les One Games, c'est pareil, ça se vend très très bien, qui est distribué par Pixie. T'avais toute la gamme Tiny Epic aussi quand même, qui Oui, a, oui, qui a c'est sûr. laissé une empreinte. Donc c'était déjà là, mais comme je te disais au départ, c'était surtout C'était de la ah ouais, distrib, en fait, plus. voilà, c'est ça. Ils étaient en retard sur les projets. Par exemple, Tiny Epic Donjon, s'il a mis autant de temps à sortir, c'est dû à pas mal de projets qui, dans un entonnoir, du coup, se bloquaient. Puis après, il a fallu démêler tout ça. Et puis voilà. Et puis là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en est plus à juste prendre les jeux des différents partenariats historiques qu'on a. On part aussi parce que j'ai l'opportunité de le faire sur les différents salons, chasser des jeux intéressants et les ramener pour la France, quoi. Voilà. Et parce que il y a quand même beaucoup de concurrence, on va dire, dans la localisation Oui. en France. Oui. Et même, il y a quand même on va dire, des gros mastodons dans ce secteur. Et comment, du coup, vous, en tant que Pixie, et toi, en tant que chargé de localisation, tu réussis à trouver les jeux où tu dis, ça va bien fonctionner, et en même temps qu'il n'y ait pas tous les gros dessus. C'est quand même, j'ai l'impression, en tout cas peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez compliqué et de trouver le jeu, et en même temps après parce que souvent le jeu qui fonctionne et qui est prêt à le localiser, vous êtes rarement seul sur le projet, quoi. Alors, oui et non.
En fait, il y a, on va dire, on va essayer de le synthétiser de manière assez simple. C'est donc, tu as des éditeurs qui n'ont pas, entre guillemets, d'allégeance, tu vois, qui se disent, bon, bah voilà, ça c'est mon prochain projet, qui le veut. Il y en a plusieurs, des très gros, tu vois, je pense notamment à Ares, je pense à, comment ça s'appelle, là en plus on en a signé un chez eux il y a pas longtemps, je suis vraiment horrible, hein, parfois ma mémoire fait défaillance. C'est eux qui ont fait Château Blanc, Devir, voilà. Devir, oui, voilà, par exemple, bon bah voilà, Devir, on a signé 2 jeux chez eux parce qu'eux ils ont pas spécifique, ils ont un partenariat avec Yellow par exemple, mais c'est pas un partenariat strict. Tu vois ce que je veux dire? C'est eux, ils disent bon bah voilà, moi j'ai ça qui prend. Donc oui, il y a cela. Effectivement, on est tous plus ou moins en concurrence là-dessus. Après, t'en as certains qui sont complètement chasse gardée. Par exemple, je pense notamment à Super Meeple qui a déjà ses propres. Crash, Exactement, cela, tu sais que c'est indéboulonnable. Il faudrait vraiment que Super Meeple dise non, je prends pas ce jeu, et que toi tu trouves un intérêt pour le jeu. Tu te dis bah écoute, est-ce qu'on peut rentrer en négociation? Normalement, ça passe. Tu vois, il y a juste une sorte de priorité en tout cas pour le partenaire historique. Et puis après, il y a tout ce qui est Kickstarter. Généralement, plus c'est gros, plus ça attire les gros. Tu vois, par exemple, je peux te dire que Kelp, là qui est sorti récemment. Alors apparemment, c'est pas voilà, beaucoup de critiques ont été sorties sur ce jeu récemment. Il a fait, en tout cas, il n'est pas passé inaperçu que ce soit en bien ou en mal. Je peux te dire que celui-là, moi, quand je l'ai vu sur Kickstarter, j'avais quand même envoyé un mail en disant hey, est-ce qu'il y a moyen de tester le jeu? Je suis intéressé. Je crois qu'ils ont levé 2 millions et quelques. C'est pas moche. Ils m'ont fait ah oui, bah écoute, t'es sur liste d'attente. Bon bah oui, ok, je comprends. Tu vois, bon bah oui. Voilà, c'est comme ça. Hein. Donc il y a ça, et puis après, par rapport à ce que tu posais comme question, ouais, chez Pixie, comment vous faites pour trouver des trucs et autres? Bah BGG, c'est quand même, t'as je vois ça comme un iceberg. BGG, t'as le haut de l'iceberg que tout le monde peut voir, etc. Et généralement, plus c'est en haut, plus tu te dis qu'il y a des gros qui vont être intéressés. Et puis t'as tout ce qui est la couche du milieu et bien en dessous. Et c'est pas parce que c'est au milieu et en dessous que ça veut dire que c'est nul. C'est peut-être des jeux qui n'ont pas réussi à avoir leur public, suffisamment de pub, ou qui a rencontré un public à l'étranger qui fonctionne, etc. Je pourrais, voilà, il y a quelques jeux comme ça chez nous qui ont plutôt bien fonctionné, et pourtant c'était, on va dire, du jeu vraiment qui était au fond de la pile de BGG. Mais ça, tu les croises parce qu'en fait, en salon, pas de préjugés, tu te poses à une table, tu te dis ça a l'air d'être pas mal, machin et tout. T'as toujours un œil sur BGG, on va pas se mentir, hein, quand t'as un jeu qui est noté 6.5 par, je sais pas moi, 300-400 personnes. Ouais, voilà, BGG... Après, BGG est un public. C'est un public de gros jeux, et c'est un public américain. Parce que j'ai déjà vu des jeux qui prennent 7,5, même 6,5, et quand tu le tentes, en fait, c'est un bon jeu, c'est juste, c'est pas le style du public BGG, quoi. Absolument. Bah, tu vois, Hit, qui est probablement une de nos plus grosses ventes chez Pixie, je crois que sur BGG, il a 6.8. Bon, bah, moi, des 6.8 qui se vendent autant, tous les jours, je prends. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, y a pas de problème, secret, ouais. C'est ok. Donc, oui, voilà. Après, c'est ça le truc, c'est réussir à faire la part des choses entre ce que te dit ton indicateur BGG et bah tiens, je vais quand même m'asseoir à cette table parce que je sens que voilà, ça désemplit pas, le monde a l'air d'être plutôt réceptif au jeu, ça se passe bien. Tu regardes forcément un peu le stock de l'éditeur, si tu vois que ça part plutôt bien, qu'il a un beau taux de transformation, ah bah tiens, vas-y, je vais chercher encore un peu, je vais creuser. Tu t'assois à la table, teste, etc., etc. Et puis tu peux tomber sur des jeux, voilà, qui fonctionnent très très bien là-dessus, quoi. Hein. Il y a vraiment tellement de jeux que de toute façon, je pense que... Il y en a pour tout le monde, je pense. Ah oui, c'est ça. Il y en a pour tout le monde. Après, est-ce que c'est un jeu qui plaît à un public tel que la France, etc., etc. Enfin, voilà. Là, le jeu et je suis très content, hein, qui fonctionne très très bien chez nous depuis Cannes. Beaucoup de gens... pour le coup, les critiques sont plutôt dithyrambiques et tout le monde l'attend pour le mois de septembre. C'est Eternal Deck. Ah bah c'est mon jeu que j'attends, mais vraiment. D'accord, bah cool. C'est vraiment le jeu. Et en plus, c'est pour ce jeu, c'est étonnant parce que je suis arrivé à Cannes. Et j'en avais pas du tout entendu parler. Ouais. Je suis arrivé, j'attendais une table à Schmitt, puis je vois le truc, je dis la DA, c'est quand même super beau. La place que ça prenait. C'est clivant. Moi, tu vois, la DA, je vous le dis là entre nous, j'aime pas. Voilà, tu vois, la couverture de la boîte, t'es là, tu fais, quand même. Oui, c'est le osé, violet noir, faut oser, tu vois. Être très opaque, tu comprends pas trop où ça veut en venir, etc. Bon, quand tu déploies le tapis et que t'as toutes les cartes et tout, là, ça
là, ça a quelque chose, mais au début, c'est vide. Tu vois ce que je veux dire? Oui, là. c'est sûr que la boîte. Après, moi, j'aime bien les boîtes hyper minimalistes, hyper. Et du coup, ça m'avait attiré. Ouais. Et du coup, bon, on était là avec ma femme, on m'a dit bon, allez, il y a 15 minutes, on attend, on a testé. Ah bah bien joué, si t'as réussi à tester, en plus c'est beau parce que je sais qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait il paraît. beaucoup de monde, et en plus, sans vraiment attendre longtemps, donc c'était. Et j'ai pris une claque, comme j'ai pas pris beaucoup dans ce style de jeu. En fait, j'ai trouvé ça tellement malin. Franchement, moi en tout cas, c'est le jeu que j'attends le plus cette année. Bah, t'en fais pas, il arrive, il va être très bien traité ce jeu. Bah, tu vois, il fait partie des jeux un peu difficiles en termes de localisation parce que les règles elles sont catastrophiques, on va dire ça. Il faut vraiment, on refait vraiment un gros travail on a tout cassé, on a tout refait parce qu'il y a des chapitres, tu te dis mais pourquoi ça c'est là, c'est pas logique, etc. Tu vois vraiment. Comme tu l'as dit, c'est un jeu qui est facile, c'est un jeu qui est pas si difficile que ça. Hein. T'as 3 règles. Tu mets pas 2 cartes de même couleur, pas 2 cartes de même valeur, t'as pas le droit de parler et il faut que tu obéisses à la règle qui est donnée par une carte. Grosso modo, voilà, si je devais le résumer très vite, ça ressemble à ça. Et bah quand tu lis les règles, tu fais attends, où je vais là? Je comprends pas. Et quand tu joues, tu fais bah non, mais c'est facile. Enfin, tu vois, l'aide de jeu est limite meilleure que la règle. C'est pas normal. Ouais, donc c'est pour ça qu'on l'a mis en septembre, c'est parce qu'il y a vraiment un gros travail à faire dessus. Et bah Eternal Deck, si tu regardes, c'est un petit Kickstarter. Hein. Il a rien fait en termes de Kickstarter. Ah mais j'en avais même pas entendu. Des fois, je suis un petit peu Kickstarter. J'en avais pas entendu parler avant cette boîte que j'ai vue sur la table à Cannes, quoi. Bah tu vois, voilà, ça c'est il faut trouver un truc. Bon bah c'est une allée sombre. T'y vas, tu sais pas ce que tu vas trouver. Et puis tu fais bah c'est pas mal. Alors après je m'attendais pas non plus pas de prétention moi, c'est juste que je trouvais le jeu vraiment super bien. Comme je te dis au niveau du matériel, moi j'ai pris en termes d'édition, j'ai pris une claque, je fais oh quand même c'est pas mal, le gars il a pensé le truc quoi. Et je fais une partie, 2 parties, je fais ah c'est bien, vas-y, on retape une 3e. Enfin tu vois, il y a ce côté, on y revient, tu vois. Et tu fais bah en fait arrête de te poser des questions. Oui, vas-y. c'est le moment où tu dis quand est-ce qu'on signe le contrat. Et puis quand je l'ai montré à l'équipe de Pixie et tout, ils ont fait oh ah quand même, il sort du lot, etc. En plus c'est la bonne couleur et tout pour le logo, donc tout va bien. Pour le logo, je sais pas, je vais peut-être pas mettre un logo, je sais pas. Là tu vois, tu tapes dans le comment je vais faire, parce que je mets un logo noir, il sera pas forcément très visible. Je mets le logo violet, il sera invisible. Je mets un logo blanc, ça va jurer. Donc je suis mort pour ça. On va y réfléchir, mais oui, voilà, c'est. Moi, j'aime bien les allées sombres. C'est pas toujours gagnant. Je pense loin de là. C'est plus facile. Après, voilà, quand t'as un Super Meeple, ils ont pas ils ont une force de frappe assez forte, mais c'est pas non plus. Tu vois, Pixie pourrait challenger, quoi. Mais en revanche, si t'as un Asmodée qui se réveille ou même un Yellow, bon, là, c'est plus dur. Tu vois, même si Yellow, on commence à être plus si loin entre guillemets. Mais oui, t'en as certains, tu te dis, bah là, c'est mort. Là, c'est mort. Après, Yellow. Vous, à part les jeux que vous faites en édition pure, qui sont des petits jeux, mais est-ce que vous localisez pas de petits jeux, j'ai l'impression que c'est quand même ou du très gros ou du initié. Oui, il y a pas vraiment on va dire qu'actuellement, tu as raison. Je dis bien actuellement parce que peut-être que c'est pas exclu. Actuellement, on est plutôt sur du jeu initié expert comme j'expliquais, c'est plutôt l'ADN de Pixie. Mais c'est pas exclu qu'on fasse du party game ou du jeu léger entre guillemets un jour, pourquoi pas. Pour le moment, c'est plutôt de la distribution qu'on fait sur ces jeux-là. Mais oui, en tout cas, il y a une volonté de se dire... De toute façon, c'est le marché. Actuellement, les jeux au-delà de 40 €, c'est chaud. Faut vraiment que tu aies un truc extraordinaire. Et encore, il y a des trucs extraordinaires à plus de 40 €. Je dis pas ça. Mais c'est juste que, déjà, tu te fermes vraiment une grosse partie du public. Parce qu'ils veulent pas forcément mettre autant. 50 €, que les gens... Après, nous, on est dans un... On va dire, nous, et je parle de joueurs vraiment passionnés, c'est un peu un microcosmos, mais... on va dire qu'une maison d'édition ne fonctionne pas financièrement avec un microcosmos de peut-être, je dis n'importe quoi, 100 personnes qui achètent presque tout, qui achètent beaucoup. Faut fonctionner avec, on va dire, tout le monde. Et c'est vrai que vendre aujourd'hui des jeux à 50 € dans le marché du jeu de société, c'est plus compliqué que partir sur les petites boîtes, quoi, à moins de 30 €. Bah, c'est ça. C'est ça.
De toute façon, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Hein. Tu peux pas te reposer que sur les boutiques, tu peux pas te reposer que sur les joueurs experts qui sont prêts à mettre 100 balles dans un jeu. Enfin, tu vois, en fait, faut que de toute façon tu tapes un petit peu partout. Je pense actuellement, tu peux pas te dire tiens je fais que ça parce que le jour où être dépendant que d'un seul éditeur, parce que en tout cas dans la localisation, parce que sinon c'est se fermer des portes et puis si l'éditeur en question il sort un jeu qui marche pas, deux jeux qui marchent pas, trois jeux qui marchent pas, bah Oui, va te relever de ça, tu vois ce que je veux dire. Donc il te faut de toute façon, faut que tu arrives à t'adapter tout le temps au marché. Et actuellement en France, nous on trouve que voilà 40 € maximum. Les jeux experts, il faut vraiment que tu aies un truc hors du commun. Et j'entends beaucoup cette petite musique qui dit ouais les jeux experts c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de renouveaux, c'est du compliqué pour du compliqué. Je suis partiellement d'accord. Moi je pense aussi que c'est juste est-ce que aujourd'hui on a le temps de pouvoir passer 4-5 heures à table pour jouer à un jeu quand tu vois tout ce qu'il y a. T'as envie de tester d'autres trucs en fait. oui. Tu vois c'est aussi ça. Tu te dis bah oui je vais passer peut-être les 5 heures de ma vie extraordinaire à jouer à ce jeu-là, mais je m'en condamne 3 autres à tester parce que finalement je peux faire un jeu de 2 heures, un jeu de 2 heures et un petit jeu de 1 heure, tu vois. Au final, petit jeu de 1 heure, encore une fois. Oui. Tout le monde n'a pas forcément l'envie de passer 1 heure à table Oui, ça à jouer à un dépend jeu, mais tu comprends ce que je veux dire, quoi. Mais même 2 heures, déjà, ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui restent 2 heures à une table, même si pour moi 2 heures, ça reste un jeu ok, quoi, en termes de temps. Oui, non, mais voilà, ça c'est ce que je veux dire par là. Après, c'est juste que plus tu vas dans des extrêmes, en tout cas, que ce soit au niveau du prix, au niveau du temps, au niveau de la complexité, plus tu te fermes de gens. Et donc, du coup, bah, est-ce que ça vaut le coup de dépenser beaucoup de ressources pour un jeu où tu vas vendre 1000 exemplaires, peut-être 1500 exemplaires en France? Bah, tu te poses la question, forcément. Tu vois. Et du coup, toi, avec ton expérience un peu dans le Kickstarter, est-ce que vous y avez pensé un peu chez Pixie ou non, vraiment pas, c'est pas le cœur de métier que vous voulez avoir ou... Bah, il faudrait un projet qui mérite, entre guillemets. Tu vois, enfin, quand tu dis faire du Kickstarter, c'est genre nous, on se lance dans un gros projet en Oui, interne c'est et puis ça. ensuite on le fait. Ouais, il faudrait quelque chose de ultra solide. De toute façon, quelque chose qui mérite parce qu'après faire un Kickstarter juste Pour pour se dire je dire l'ai bah fait, tiens quoi. Ouais. voilà on veut faire cette localisation là est-ce que et puis tu fais payer les gens en avant. Je sais pas, non c'est vraiment pas évident. Et puis je trouve qu'en plus faire une campagne quasiment que pour les Français parce que je suis pas convaincu qu'on ait le rayonnement actuellement. On y travaille, hein, mais on n'a pas encore le rayonnement Ah, international et autres. Il faudrait vraiment que tu arrives avec un truc de l'espace pour que tu puisses attirer ton attention dessus. Et puis un Kickstarter, mine de rien, pour en discuter avec d'autres confrères étrangers, notamment en Pologne avec Glass Cannon, donc ceux qui font Frostpunk et compagnie. Ils ont l'air d'être lessivés quand même quand ils font une campagne Kickstarter, tu vois. oui. Bah, C'est c'est pas le même travail, c'est pas le même. C'est ça. C'est beaucoup de la communication. Donc là, je ne pense pas être, comment dire, je pense pas être compétent, si tu préfères, pour te répondre vraiment sur ça. À part, je sais que ça demande vraiment des ressources que là actuellement qu'on n'aurait pas là instant T chez Pixie. Tu vois, il faudrait s'adapter, trouver un rythme, etc. Et puis surtout un projet qui nécessiterait ça. Voilà, c'est pas quelque chose auquel on se dit un matin, tiens go, on y va quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et, du coup, chez Pixie, là, comme tu me dis que ça quand même, ça se développe quand même pas mal. En tout cas, il y a pas mal de voyants ouverts. Que vous avez une envie de développement ou comment vous voyez peut-être dans l'avenir du jeu de société? L'édition fait partie des projets, en tout cas, qu'on veut développer. Je sais pas si ce sera pour cette année ou pour l'année prochaine, mais sur le long terme, il y a quand même l'idée de faire quelques projets, pas une majorité, mais vraiment quelques projets, histoire de pouvoir avoir le temps de les faire d'édition. Donc après ça, une fois de plus, ce sera bah, je dis n'importe quoi, hein, si demain on a l'occasion de faire un énorme jeu, on y croit à fond, etc. Mais ça demande 2 ans de développement ou moins de temps parce que, je sais pas, j'ai un 0,5 avec moi ou un collègue directement en plus. Là, c'est plus pareil, en fait. Du coup, tu as 2 personnes dans ce pôle-là. Donc, ça veut dire qu'il faut des projets court-termistes, long-termistes. Donc, Ouais. il faut que ça roule, etc. Là, actuellement, on essaye de remplir, tu vois, si tu vas sur le site de Pixie Game, tu as l'onglet apparaître. Tu vois toutes nos sorties, etc. Là, on va jusqu'à début 2026. Bon, bah moi, le plan, c'est que peut-être que d'ici septembre, voilà, on va se donner septembre dans ma tête, hein, bah t'es déjà quasiment
Je dis bien presque les 6 premiers mois de sortie 2026, tu vois, ce serait pas mal déjà. Si on arrive à faire des trucs comme ça, tu vois, on en est déjà à essayer de prévoir sur le plus long terme nos sorties pour pouvoir mieux communiquer dessus et les travailler. Que là, actuellement, c'était plutôt un rythme de le jeu il est arrivé, allez zou, lâchez les chiens, on envoie tout, mais tu regardes, non, il faut un peu plus de temps, etc. C'est pas gênant l'attente. Après, c'est vrai que j'ai l'impression aussi que niveau com, c'est quand même mieux qu'avant. En tout cas, on parle plus de vous, plus de vos jeux. Par exemple, moi, j'adore un jeu de chez vous qui est Arborea. Merci. Même si le jeu, pour le coup, là, la DA, c'est chaud. Moi, j'aime bien. Tu vois, pour le coup, là, je suis plus dans une zone de confort, couleur, machin et tout. Le plateau, on pourrait en discuter. Oui, c'est plus. Non, moi, je parle du plateau. La boîte, ouais. je la trouve très belle, mais le plateau, même si en soi, la première fois que j'ai joué, quand le jeu est sorti, j'ai dit waouh, il y en avait partout, toute la couleur partout. Et en vrai, ça s'emboîte quand même assez facilement, tout est compréhensible et c'est quand même méga fluide, mais c'est vrai que le plateau est hyper coloré. Il est très chargé, ouais. Tu vois, ça par exemple, c'est des questions que tu peux avoir en localisation. Moi, j'avais demandé des petits changements, agrandir certains logos, atténuer certaines couleurs, etc. Tu vois, histoire que ce soit plus ergonomique, ouais. En tout cas. Bon, parfois, tu as des éditeurs qui te disent non, c'est très bien ce que j'ai fait. Donc non. Bon, tant pis. Ok. Tu vois, ça fait partie effectivement, ça pour le coup du travail de localisateur. Mais par rapport à ce que tu disais sur la com, on nous voit plus, etc. Il y a 2 facteurs. C'est que, comme je disais, Pixie là, c'est beaucoup restructuré ces derniers temps. On a quelqu'un qui s'occupe de la com, qui est Caroline. Donc ça déjà, ça aide, mine de rien, de pouvoir répondre à des personnes de la presse, influenceurs, autres, entre guillemets. C'est un travail de fond long-termiste, ça aussi. Tu as un gars en localisation qui est arrivé, donc forcément, tu as une meilleure visualisation de ce qui va sortir, quand, et puis pour pouvoir parler des jeux, tu vois. Puis après, le rachat de TTMC, je pense que ça a joué pour beaucoup aussi. Parce que maintenant, on est les propriétaires, on n'est plus que les distributeurs. Donc, tu vois, c'est un petit peu tout ça qui fait que Pixie a bougé. Mais puis même la volonté de la part de Eric, le patron, c'était de allez, on va attaquer un peu plus les grandes enseignes, on va essayer de présenter nos jeux plus comme ci plutôt que comme ça, tu vois, genre plutôt que de dire tiens, mais ça c'est parce que aussi le modèle a changé. Aujourd'hui, ton jeu il sort du jour au lendemain sans communication. T'as intérêt à être très solide, alors qu'aujourd'hui, oui, c'est pareil, c'est un peu de la préparation. C'est plus un sprint du genre tiens voilà, allez, je sors mes jeux parce que il y a tellement peu de personnes. Quand j'étais en boutique en 2014, pour de vrai, je me plaignais déjà parce qu'il y avait quasiment 10 jeux nouveaux par mois. T'es là, tu fais oh là là, faut encore tout réapprendre, c'est chiant. Aujourd'hui, Ludicaire, si je rebosse dans une boutique, t'es là, tu fais on est à 40, 50 sorties par mois. Et la flemme, hein. Je peux pas tout connaître. Ouais. Tu vois, 10, 15, 20, c'était jouable. 40, 50. C'est pas tenable. Donc du coup, ouais, on a un nouveau mantra qui est moins mais mieux. Donc écoute, c'est ce sur quoi on va essayer de se diriger sur 2025-2026 quoi. Et du coup, quand tu dis moins, c'est à peu près combien de jeux par an que vous imaginez en loca, édition global, ça c'est une question qui est très intéressante parce que tu peux pas dire tiens, je vais sortir que 2 jeux ou 3 jeux dans l'année. Ça, c'est pas possible parce que tu as de toute façon un prisme économique qui te dit je coûte à la boîte. Il y a d'autres gens qui vont coûter à la boîte, tu vois, comme des commerciaux, ce genre de choses. S'il n'y a pas une nouveauté, entre guillemets, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de réassort en boutique, etc., etc. Donc, tu as un petit engrenage qui va commencer déjà à sauter. Donc, il faut que tu trouves le juste milieu entre combien tu fais de sorties et combien de sorties, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, pour combler. La balance, on va dire ça. Pour avoir une bonne balance. C'est ça. Donc là, actuellement, on la cherche. Si j'avais un chiffre comme ça à donner, ce serait fantastique. Mais je pourrais pas te dire. L'idée, en tout cas, c'est de se dire, allez, on fait moins et mieux. Tu vois, je vais dire n'importe quoi, mais quoique je dis pas n'importe quoi. Sur les 2 premières années chez Pixie, je crois que je représente à peu près entre 50 et 60 projets sur 2 ans. Okay. Peut-être un peu plus. Je te dis ça sortis un peu des doigt mouillé. Projets que tu as travaillé. Pardon ? Des projets qui sont sortis ou des projets que tu as travaillé ?
Non, sorti. Ouais, Je parle de trucs qui sont allés en boutique directement parce que j'avais fait la balance de combien ça avait coûté à la boîte et versus combien ça a rapporté à la boîte. Donc donc on ça parle fait de quand même projets. 2-3 jeux par mois quand même. Oui, à peu près, doigt mouillé, t'es à peu près dans le juste. Alors évidemment, je compte les extensions, je compte tous les partenariats, etc. Tu vois, genre vraiment au global. Là, on aimerait bien, si on arrive déjà à baisser ne serait-ce que d'un tiers, je pense que c'est un objectif réalisable, bah, c'est déjà pas mal, tu vois. En fait, ça va être plutôt comme ça. L'idée, ça va être bon, bah tiens, on va un peu moins accepter. Même chez les partenaires historiques, on va se dire, bon, est-ce que ça, on y va à fond ou pas? En fait, la question, c'est ça, c'est est-ce qu'on a envie de se donner les moyens pour ce jeu-là? Oui, non. Tu vois, ça va être la question, entre guillemets, la première qui va nous venir en tête parce que c'est le plus important, en fait. L'idée, c'est peut-être du coup de faire un jeu qui se vend 2 fois plus que 2 jeux qui se vendent 2 fois moins, entre guillemets. Oui, c'est ça. L'idée, on peut grossièrement dire ça. Voilà. Mais bon, après, encore une fois, hein, s'il y avait une recette Oui, il n'y qui a te pas de... permettait à chaque fois de l'assurer, on serait trop content. Moi, je suis le premier à voir, là, par exemple, Caroline, elle a été à l'Alchimie pour gérer le salon chez Simon, passe-temps. Moi, quand elle m'a dit, Pierre, il y a des gens, ça fait 1 heure qu'ils font la queue pour tester Eternal Deck, t'es là, tu fais, mais arrêtez. Enfin, je comprends, le jeu vous intéresse, mais faites pas ça. Ouais, Enfin, allez, c'est pas lâche. normal. Et ça, jamais, quand moi j'ai testé le jeu et signé, dit oh oui c'est sûr ça va se passer comme ça. Enfin je veux dire non jamais. Enfin Après, bah, depuis Cannes, ça a fait un... Pour le coup, j'ai l'impression que c'est le jeu qui fait le plus de bruit qui est pas encore sorti, quoi. et ben oui mais c'est pareil, je l'explique pas spécifiquement en toute honnêteté. Moi je trouve que le jeu il est superbe, un travail d'édition extraordinaire, mais il y en a plein d'autres qui ont ça tu vois donc. Ah, En en tout cas, je suis très content. pour Et toi, puis c'est voilà. quand même mieux que ça soit celui-là. Non mais bien sûr, je dis pas le contraire, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que si on avait la capacité de sortir que des Eternal Deck, on se poserait pas de questions sur bah oui, tu vois par exemple non, on parlait de Tanguy tout à l'heure et de Repoprod. Bon bah Repoprod ils font pas tant de sorties que ça par an fondamentalement. Non, c'est vrai. Libellude pareil. Tu vois. Et moi, c'est deux confrères. Hein, j'hésiterai pas à utiliser ce terme-là. Concurrents, j'aime pas spécifiquement, surtout quand t'as des bonnes relations avec eux, tu vois. Mais c'est deux confrères où je me dis, bah ouais, regarde, ils sortent des jeux. Bon bah oui, parfois ça marche pas. Parfois ça marche pas. Et puis quand ça sort, les gens ils ont toujours un intérêt, ils regardent toujours du coin de l'œil. Ah tiens, c'est ça. Tu vois, ça à la rigueur, ce serait mon objectif vraiment concret. Ce serait de se dire, tiens, Pixie sort un nouveau jeu. On va quand Tant même pis s'il est bon, regarder. pas mauvais. Mais Oui, en mais tout on a cas, envie de regarder juste parce que pour la marque, en fait. exactement. Parce que ça, je trouve que c'est, quand tu arrives à atteindre ce statut-là dans le milieu du jeu, je pense que c'est bon. Grossièrement, on va dire, tu as réussi. Parce que peu importe que le jeu soit bon ou mauvais, les gens regarderont. Tu vois, par exemple, Space Cowboy, pour qui j'ai beaucoup une passion limite un peu aveugle hein, Ouais. envers ce studio-là. Bon, bah, les 2-3 dernières sorties m'ont vraiment pas convaincu en tant que joueur, même si encore une fois en termes de qualité d'édition il y a rien à dire. En tant que joueur, bon bah voilà, je les ai pas, mais je m'intéresse toujours à ce qu'ils font parce que je sais que c'est une maison, je la suivrai par justement la qualité des personnes qui y bossent, qui y ont bossé et de l'ADN qu'ils ont. Et ça c'est trop bien. J'aimerais Oui. effectivement comme tu dis De qu'on se donner dise une ADN, bah quoi. tiens Pixie Go, il y a un jeu, il sort, je m'y intéresse parce que on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Plutôt qu'un ah oui c'est quoi ce jeu, j'en ai pas entendu parler, je passe. Ça c'est le pire, je trouve. Tu vois Oui, l'indifférence. oui, c'est sûr. C'est Donc sûr. ouais, ça ce serait plutôt l'objectif. Je pense que c'est surtout ça, cette espèce de nouveau mantra qu'on a qui est moins mais mieux entre guillemets. C'est vraiment du coup développer la marque Pixies et l'image de marque de Pixies, comme tu dis, avec le moins mais mieux, quoi. Bah c'est ça qu'on soit en tout cas considéré comme un éditeur, localisateur, mettez le terme que vous voulez, de se dire bon bah oui ok, on sait que les gens qui bossent là, ils ont une fibre de joueurs professionnels qu'on leur reconnaît, donc les jeux qui sortent, même si je suis pas public, il y a forcément un truc à en tirer. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je trouve que c'est le mieux. Mais après, c'est pas. C'est vraiment une question peut-être naïve, mais c'est pas un peu compliqué, du coup, d'avoir aussi cette casquette de distribution dans. Non, je dirais même que c'est plus facile. Je dirais même que c'est plus facile. Alors, la distribution et l'édition, on va le résumer très très vite. Donc l'édition, c'est le fait de
prendre des jeux qui n'existent pas en France et de les apporter. Le distributeur, c'est de faire en sorte qu'il arrive dans toutes les boutiques pour que les gens puissent. Un peu comme au cinéma. J'avais déjà un peu expliqué ça dans un autre épisode. C'est un peu comme au cinéma, pour être sûr que ton film aille dans toutes les salles, en tout cas dans le maximum de salles de France, et ben là le distributeur, lui, son taf, c'est qu'il doit essayer que le jeu aille dans le maximum de boutiques. C'est ça. Bah nous, ça nous apporte, je pense, un peu plus de souplesse. Au contraire, je pense que c'est même une bonne chose pour nous et qui peut nous faire gagner du temps. Je m'explique. Par exemple, là, récemment, ça commence un peu à dater, mais voilà. Quand tu as Super Meeple qui dit, bah ouais, en fait, au bout d'un moment, moi, j'ai besoin de gagner plus de marge, donc je vais vendre mes jeux directement sur Internet. Les gens, ils pourront plus forcément trouver mes jeux en boutique. Je schématise un petit peu, mais ça pouvait ressembler à ça. Après, peut-être qu'il a amendé certaines choses. Mais il y avait cette volonté-là, en tout cas, de dire, il y aurait une quantité X en boutique. Après, il faudra venir sur le site pour l'acheter directement. Bah nous, le fait d'être distributeur, c'est qu'en fait, cette marge-là, on l'absorbe. On a la marge théorique de l'éditeur et la marge théorique du distributeur. Tu comprends ? Comme c'est la même personne, du coup, vous avez une double marge, entre guillemets. En tout cas, on n'a pas une perte de marge sur l'édition. Vous pouvez le curseur, vous pouvez jouer avec le curseur de la marge. Exactement. Si Eternal Deck, typiquement, on le sort à 30€, ou même un des jeux qui va sortir que j'aime beaucoup, qui est Couronne de Cendre, pas négligeable, vraiment, faut pas l'oublier, cet enfant-là. Couronne de Cendre, s'il est à 40 au lieu d'un 48 annoncé, mais c'est parce qu'on peut jouer avec ce curseur-là. Je sais très bien que Super Meeple, typiquement, ne peut pas le faire. Parce que Néoludis, qui est son distributeur, va lui dire « Bah ouais, mais moi, dans le contrat, je te prends 25-30% en fonction d'achat ferme, pas achat ferme. » Je dis des chiffres, évidemment, c'est une fourchette. Je ne connais pas le contrat exact qu'ils ont. Mais bon, quand tu perds, on va dire, au bas mot, parce qu'un distributeur bosse pas en dessous de ça, 20% de ta marge, bah il y a des projets, c'est plus dur. Tu vois. Oui, et on en revient à, si tu fais que 1000 boîtes, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Et pourtant, c'est un jeu expert, je sais que j'en vendrai pas 2500. Donc, et c'est dur. Oui, c'est sûr, vu comme ça, en tout cas de manière économique, on va dire, c'est intéressant, comme tu dis, ça vous permet de jouer avec cette marge. Par exemple, je vais donner des chiffres vraiment juste pour qu'on comprenne, mais ouais. Si vous pouvez du coup baisser la marge distribution à 15, 13, 14, en soi, c'est pas un problème parce que c'est la même, on va dire, c'est la même caisse, donc vous pouvez jouer du coup avec votre chiffre. Mais moi, je parlais plus en termes d'image de marque pour les joueurs. Je pense que les joueurs, ils connaissent pas tant que ça les distributeurs. Objectivement. Oui, peut-être je me trompe. Là, moi, ça fait trop longtemps que je suis dans le milieu et donc du coup, bah, quand je vois un jeu, je sais que c'est tel éditeur, tel distributeur, etc. Tu vois, je peux limite remonter comme ça en disant ah bah je sais que c'est un tel de chez telle maison d'édition qui s'en est occupé. Mais je pense pas que les gens regardent ah tiens, ça c'est la nouvelle sortie. Tu vois que par exemple, on dit jamais ah tiens, c'est le nouveau jeu Asmodée en parlant d'un Libellude ou d'un Spaceco. Tu vois, pourtant Asmodée est le distributeur. Limite, c'est lui qui donne tout l'argent puisqu'il a racheté les studios. Voilà, mais les gens ils disent pas ah tiens c'est le prochain Asmodée, ils disent non tiens c'est le prochain de cette maison-là. Tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est vrai. Je fais le parallèle comme ça, mais après peut-être je me méprends. Non, c'est vrai. Peut-être moi aussi, comme je m'intéresse énormément au milieu du jeu, même encore plus au milieu du jeu qu'au jeu de société en lui-même. Et c'est vrai que moi, je regarde de plus en plus, je remonte un peu les arbres, mais je pense que 99,9% des joueurs déjà regardent pas déjà 90% des joueurs ne regardent même pas la maison d'édition, et après dans ce qui reste, ceux qui regardent la maison d'édition, je ne pense même pas qu'ils regardent le distributeur. Bah, je pense pas. Le distributeur vraiment c'est celui qui est un peu caché, qui pourtant est le nerf de la guerre, véritablement. Je me demande si c'est pas l'un des maillons les plus importants, parce que t'as beau avoir ton jeu, si tu peux pas le distribuer, bah t'es mort. Et t'es une boutique, tu peux pas acheminer des jeux, t'es mort. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, il a un petit peu ce côté, tu peux pas passer outre, parce qu'il y a des maisons d'édition qui ont tenté l'aventure de faire de l'autodistribution. Bon, bah ils se sont rendus compte que c'était quand même très vite chiant. C'est surtout c'est hyper chronophage, c'est du temps. Non mais oui.
Et puis, comment tu fais? Une boutique, elle te dit, bah ouais, mais moi, ton jeu, j'en veux que 2 exemplaires, j'en veux pas 6. Ah bah non, mais attends, je vais pas ouvrir un carton. Après, je fais comment? Bah, je sais pas, mais moi, j'en veux que 2. Bon, bah, Ouais. du coup, j'en prends pas, tu vois. Enfin, ça pose trop de questions. Là, nous, bon, bah, ça, on peut le faire. On peut se le permettre. Oui, puis au-delà de ça, bah moi en fait je suis monteur dans l'audiovisuel et j'ai un agent qui est, on va dire, c'est mon distributeur, on va dire mon agent. Oui, oui. Et le truc c'est que les boutiques, ils vont pas appeler tous les éditeurs, ça va leur prendre trop de temps. Alors que quand ils vont appeler, je sais pas, 4, je crois, 4 ou 5 distributeurs, ils vont les appeler et du coup ils auront, avec ces 4-5 contacts, ils auront tout le spectre de jeux de société français, quoi. C'est ça. Donc oui, c'est quand même un gros gain de temps. Oui, c'est ça, c'est du confort. Vraiment, c'est du confort d'être son propre distributeur et d'avoir la logistique qui est derrière. Yellow fonctionne comme ça, par exemple. Bah, je pense que c'est pour ça qu'ils peuvent sortir beaucoup de jeux et prendre le temps d'avoir de la localisation et des jeux d'édition. Parce qu'ils font les deux, eux, parce que justement, ils ont la logistique et ils peuvent jouer sur ça aussi. Tu vois, ça, pour moi, ça rentre forcément dans l'équation économique au bout d'un moment. C'est sûr. Du coup, très cool. On va parler du coup un peu du line-up de Pixies du coup de cette année. Donc, on a déjà parlé un peu d'Eternal Deck que moi j'attends beaucoup. Il y a aussi, du coup, tu me parlais un peu de Couronne de Cendres. J'avais vu chez Sablier d'or, techniquement. Sablier d'or, ouais, c'est ça. J'avais entendu parler sur Sablier d'or, qui m'a l'air aussi très 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 cool. Pour le coup, j'adore aussi la DA du jeu. Et du coup, il y a quoi encore qui arrive? J'ai vu qu'il y avait aussi le monde de Reterra, en tout cas une réédition. Une extension de monde de Reterra, mais ça, tu vois, typiquement, c'est purement de la distribution. Donc, on est très content de pouvoir distribuer Hasbro. Le partenariat à la base, c'était bah tiens. Alors là, j'étais pas là. Hein. Je te dis ça, je l'ai entendu, je le rapporte tel quel, mais c'était bah comment on peut faire? Tout le monde demande, tu sais, dans toutes les boutiques, tu as forcément quelqu'un qui va te dire un jour, et ça, je l'ai vécu, hein, est-ce que vous avez un Monopoly, un Scrabble, un Uno, un truc Je fais, ah ouais, mais non, mais vous pouvez pas me demander ça, quoi. Enfin, pas à moi, s'il vous plaît. Rien que toucher la boîte, ça me brûle. Et puis, en fait, non, t'en as beaucoup, et si t'as envie de répondre à cette clientèle-là, parce que, bah, tu restes quand même un point de repère, les gens se disent, ah bah, il y a marqué jeu de société pour tous, grosso modo, sur les devantures, bah, le Uno, c'est pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et donc, du coup, bah, je sais pas trop comment ça s'est obtenu, ce deal-là, mais là, tout ce qui est Mattel, Hasbro et autres, qui, eux, ne livrent qu'à la palette. Donc, du coup, autant te dire qu'une boutique, elle va pas prendre une palette de Monopoly ou de Uno, tu vois, ça devient ridicule. Et bah, Pixie s'occupe de faire le dispatch. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une boutique qui te dit, bah, moi, j'en prendrai que 2, s'il te plaît. Ok, bah, on ouvre un carton et puis on t'en prend que 2. Et ensuite, on le met dans ta commande. Et donc, voilà, ça, c'est comme ça que ça est arrivé. Donc, c'est plutôt cool de les avoir. Et oui, effectivement, l'extension de Reterra, bah, on espère qu'elle fonctionnera bien. J'ai pu la tester directement avec Eric Lang à Cannes de cette année-là, 2025. Très cool. Très très cool. Ça rapporte des objectifs, ça rapporte un petit peu une interaction indirecte entre les joueurs qui est, tiens, via un petit plateau que tu mets sur le côté, une mécanique de est-ce que j'y vais avant toi ou pas pour aller gratter des bonus, en fait. Mais plus tu attends, plus le bonus est élevé. Donc du coup, qui va faire le premier, ok, moi je m'arrête, tu vois, mécanique stop ou encore, on va dire ça comme ça. Donc vraiment très sympa là-dessus, plein de nouvelles cartes, des combos en veux-tu en voilà via les bâtiments, etc. Donc non, très bien, très très bien ça. Ok, et il y a quoi du coup encore deux, trois titres que toi, en tout cas, bon, je pense que je vais dire tu crois, mais j'espère en tout cas que tu crois. Normalement, quand je l'ai signé, c'est que j'y crois un minimum, tu vois, on va pas se mentir. Mais j'espère que tu crois à tout ton catalogue, parce que sinon tu sais, ouais, ça non, je l'ai fait, mais on verra, ça je l'ai fait, on verra, ça je l'ai fait, c'est compliqué si tu. Mais non, mais après, on va pas se mentir, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, tu as des partenaires, tu n'as pas envie de laisser la porte ouverte à d'autres et quelqu'un d'autre, et même si tu sais que tu vas te dire oh là là, ça, on va dans le mur, et bah parfois tu serres les dents et puis tu le fais, tu vois. Est-ce que tu dis tu vas aller dans le mur avec celui-là, mais tu sais qu'il y a les 2-3 d'après où ceux-là ils vont te faire vivre ton année. Ouais. Bah oui. En fait, c'est un peu, voilà, c'est un peu dur, mais c'est une réalité, tu vois. Enfin, c'est une réalité, voilà. Donc non, il y a des jeux comme ça, voilà. Non, mais là, Stupor Mundis va sortir dans pas très longtemps, le mois prochain. Si vous aimez les jeux de gestion un peu à l'allemande, c'est-à-dire très, ok, je fais telle action, ça me permet d'enchaîner sur ça, petite combo sur ça. Est-ce que j'ai assez de pièces pour payer le surplus, etc. Allez-y. Il y a des critiques qui commencent à sortir. Je crois que
première qui a sorti la critique, c'est Pénélope. Vous verrez ce qu'elle en pense. Mais elle a dit que c'était bien. Et non, Stupor Mundis, celui-là, vraiment très très bien. C'est la même équipe qui a fait Carnegie. Tu vois, Ok. donc voilà, Carnegie, normalement, si vous êtes un joueur expert, jeu de gestion, ça doit vous dire un truc. Nommé à l'As d'Or en 2023, si je dis pas de conneries. Là, Stupor Mundis, c'est le gars, l'auteur, je m'en rappellerai pas, veuillez m'excuser, mais c'est celui qui a fait Darwin Journée. Pareil, quand tu as une maison d'édition avec un autre qui est pas nul, avec un auteur, on va dire pas nul non plus. C'est lequel? C'est Simone Luciani ou c'est Oui, l'autre? c'est ça. C'est un petit gars vite fait qui fait des ouais, petits jeux. Petit gars. Oui, tu vois, allez-y, franchement, Stupor Mundi, vraiment top. Je trouve qu'il a ce côté un peu vieux jeu, genre Château de Bourgogne, tu vois, quand tu y joues. Genre très fluide, très simple, tu comprends tout de suite les mécaniques, faut se projeter sur quelques tours, mais il a cette intelligence qu'il y a peut-être en tout cas de mon point de vue dans Darwin, qui va être, il va falloir s'adapter quand même très vite au plateau, parce qu'on va me proposer des choses, je ne pourrai pas tout faire, dans quelle direction je vais, tu vois, il y a un petit peu ce côté genre, ok, là j'ai un tournant dans ma stratégie, qu'est-ce que j'applique, comment je me projette, et du coup ça fait que tu as un jeu très 2020 dans l'idée de adaptation liée au plateau, quoi. T'es pas enfermé dans ton truc et te dire j'espère que je vais avoir un bon tirage. Non, là c'est vraiment le jeu il me parle, il me propose l'option A et B. Sur quoi je me dirige? Est-ce que derrière je pourrais pas faire un B+ si je vais plus loin? Donc vraiment Stupor Mundis, vraiment super, je trouve, même au niveau du matériel. Couronne de cendre que vous avez peut-être vu au Sablier d'Or, celui-là, moi je le trouve, c'est vraiment ma came comme type de jeu, parce que c'est un jeu. Si vous êtes avec des joueurs qui ont cette fibre diplomate, de dire écoute, tu vas pas m'attaquer, je te propose ça, et puis on se met sur lui parce que tu vois bien qu'il est devant, etc. Là vous allez passer un très bon moment. Très très bon moment. Il y a beaucoup de parlotte dans ce. Vous pouvez ne pas jouer avec, mais je trouve qu'un jeu de conquête de territoire où tu parles pas avec tes adversaires pour dire non mais viens on fait un 2 contre 1 parce que là il est en train de nous la mettre à l'envers, alors que toi tu sais pertinemment que tu es devant parce que tu as tel objectif caché, parce que tu calcules un petit peu les points en avance, etc. Il y a rien de plus jouissif. Moi je trouve ça trop bien. Donc non, si vous voulez un jeu initié qui peut avoir des petites complexités d'experts entre guillemets, parce que tu as pas mal de façons de scorer des points, il va falloir temporiser la main que tu as, les ressources que tu as. Je le trouve vraiment très très bien. Eternal Deck. Eternal Deck, qu'est-ce que je raconte? Couronne de cendre. J'étais déjà sur le prochain dans ma tête. Non, Couronne de cendre, vraiment très très bien sur ce côté-là. Si vous voulez un petit jeu de diplomatie qui dure 1 heure à peu près, 1 heure, 1h20, allez-y. C'est vraiment très très bien foutu. Les règles de combat, je les trouve pour le coup extraordinaires, dans le sens où chaque joueur a les mêmes possibilités d'action, donc tu sais très bien ce que l'autre peut faire ou pas faire, et perdre des unités. Et ça, c'est vraiment très important. Tu peux pas te faire balayer de la carte, parce qu'en fait, même quand tu perds, tu gagnes des ressources qui vont te permettre d'accélérer ton moteur économique. Et ça, pour le coup, il est très différent de beaucoup de jeux. Je trouve que c'est vraiment sa force. C'est pour ça qu'on l'a signé. C'est parce que même quand tu te fais laver tes unités, tu peux faire exprès de mettre des cartes où tu vas faire exprès de perdre le combat, parce qu'en fait, tu vas avoir une reward, donc une récompense. Pour ta défaite, entre guillemets, quoi. Pardon ? T'as une récompense pour avoir perdu, en fait. Oui, mais c'est pas une récompense du genre le moindre mal, tiens, voilà un petit pansement, tu vois. Non, c'est vraiment fort, tiens, je vais pouvoir me dire, je vais gagner les ressources dont j'ai besoin pour acheter telle créature, je vais pouvoir du coup refaire mon économie grâce justement aux défaites successives, etc. C'est vraiment un accélérateur économique, tu vois. C'est pas tiens, une petite compensation. Donc c'est là où il est vraiment très bien pensé, je trouve. Eternal Deck, du coup, septembre, celui-là, très très bien. On a 2 petits jeux d'ambiance. Alors là, c'est de la distribution, c'est pas de l'édition, mais Dadada et en français. Alors j'ai le titre en anglais, et c'est mieux sans eux. Celui-là, si vous voulez passer du loufoque à table, style apéro, regardez les jeux. Vraiment, Dadada, c'est de la communication, mais obscure. Il va falloir décrire une image avec des syllabes qui vous sont imposées, et il va falloir que les autres joueurs vous comprennent. Et je vous jure que la petite phrase de la boîte qui est « ça n'a pas de sens », jusqu'à ce que ça en ait un, c'est véridique. Au début, on fait, mais qu'est-ce qu'il me raconte, cet idiot? Et en fait, tu fais, oh putain, d'accord. Ok, donc quand il dit cette syllabe, c'est peut-être parce que c'est un truc qui fait du bruit, ou parce que c'est quelque chose de vivant, ou parce que, tu vois, et en fait, t'arrives à comprendre une logique très marrant. Et c'est mieux sans eux.
C'est un jeu terrible pour moi. J'ai beaucoup de tics de langage et je m'en excuse. Mais là, c'est un jeu, dès que tu fais une petite hésitation, que tu fais un en fait, c'est pas mieux sans enfin, c'est un jeu de mots, quoi. Mais si tu fais un alors là, en fait, etc., t'as une sonnette, l'équipe adverse appuie sur la sonnette pendant que tu essayes de faire deviner des mots. Et en fait, ils ont le droit d'appuyer sur cette fameuse sonnette que quand tu fais un tic de langage. Ça leur rapporte des points. Ah ouais. Du coup, toi, t'as la pression de prendre ton temps, pas t'avoir tes tics de langage, mais du coup, t'as le sablier qui te dit, bah frère, il va falloir que tu te dépêches parce que là, sinon, tu vas pas marquer beaucoup de points. C'est horrible, c'est horrible. Celui-là, je pense qu'avec un petit verre, avec modération, extraordinaire. Et plus tard dans l'année, on a quand même, je trouve, 2 gros titres experts. Donc Eternal Deck, on en a parlé, mais on a 2 gros titres experts vraiment très bien, qui est Sweetlands. Celui-là, c'est un ovni, je trouve. C'est pour ça qu'on l'a signé. Un matériel d'une qualité folle. J'ai jamais vu ça. Donc c'est un éditeur japonais qui le fait. Un Kickstarter non négligeable, hein. J'ai plus les chiffres en tête, mais 600 000, 700 000, quelque chose comme ça. Un truc qui a quand même bien marché, quoi. Ouais. La DA, superbe. L'histoire, c'est grosso modo, fais tes pâtisseries dans ton coin et essaye de construire ta ville de pâtisserie. Dit comme ça, c'est très bizarre, mais en fait, les actions sont extrêmement fluides. Je trouve le thème décalé et pas plaqué, tu vois. Genre, tu peux pas sortir un thème comme ça si t'y crois pas. Toutes les cartes, c'est que des cartes qui font référence à des gâteaux connus. Y a beaucoup de pâtisseries françaises, européennes. Okay. Non, mais il y a de tout. Vraiment, il y a de tout, quoi. C'est ça qui est cool. C'est tu te dis, ah tiens, ça, c'est marrant. Ils ont tenté une traduction. Moi, je l'aurais. Enfin, ok, d'accord, je comprends où ils veulent en venir, tu vois. Et donc, tu joues tes petites cartes actions comme ça qui portent des noms de desserts, de gâteaux et tout. Vraiment très cool. Mais en revanche, expert plus, hein. Tu vois, là, certains diront jeu extrême. Oui. Il est pas cadeau. Le thème est très léger pour le coup. Comme je disais, matériel somptueux, tout en bois, peint et tout. Enfin, incroyable. La boîte est gigantesque. Je sais pas comment ça tient dans une Kallax. Donc, si vous avez une Kallax, bah c'est mort. Mais en termes de plaisir de jeu, c'est peut-être en expert un de ceux qui m'a le plus botté cette année. Avec Daitoshi. Daitoshi, c'est particulier, c'est parce que déjà c'est un auteur qu'on aime beaucoup chez Pixie. C'est celui qui a fait, par exemple, Arborea, c'est celui qui a fait Windmill Valley. Voilà, c'est Dani Garcia. C'est un auteur espagnol qu'on aime beaucoup. Par exemple, j'ai Neko Syndicate, une petite boîte qui va sortir aussi en expert dans pas très longtemps. Celui-là, on est allé le chercher parce qu'en fait, on aimerait bien avoir prétention. Hein, ce sera peut-être pas le cas, mais je dis tiens, le prochain Dani Garcia. Moi, je pense que c'est un auteur qui va monter avec le temps. Il est en train de, pour le coup, Dani Garcia, je trouve que moi, il est en train de monter, ouais. Oui, il est en train de monter. Et donc, du coup, de plus en plus, tous ces jeux qui sortent, c'est de plus en plus intéressant et il est en train d'avoir sa hype et pour moi, il est en train de monter. C'est pour ça. Tu vois, ça fait partie des stratégies de Pixie de se dire, tiens, cet auteur-là, on a signé un titre. C'était pas mal. On a signé un 2e titre. Ouais, quand même, c'est vraiment pas mal. Il a fait quoi d'autre? Il prévoit quoi? Et en fait, tu fais, vite, attrapez-les tous, quoi, tu vois. Enfin. Donc, oui, Neko Syndicate et Daitoshi sont 2 sorties qu'on fait cette année. Un petit expert puzzle game qui sera Neko Syndicate. Expert initié, parce que vraiment, c'est tu joues dans ton coin, etc. T'es tranquille, faut juste bien donner ses ordres. Un peu du solo game, non, ça Oui, c'est pour ça, puzzle. Je parle de puzzle game parce que t'es vraiment tout seul dans ton coin, très peu d'interaction, voire quasiment aucune. Mais si juste t'as envie de faire chauffer ton cerveau, il est très très bien fait. Vraiment, je trouve que tu passes un bon moment à table. Tu réfléchis, tu regardes ce que font les autres, etc. Tu as quand même cette course contre toi-même et contre les autres qui est très intéressante. Moi, j'aime beaucoup. Et Daitoshi, qui est un monstre dans la catégorie expert. Je crois que c'est un des plus élevés qu'on ait en termes de notes sur BGG dans notre catalogue là actuellement. Il avait fait beaucoup parler de lui à Essen. On est très content de l'avoir signé avec Devir. Et la DA, superbe. La DA superbe, un petit côté steampunk, etc. Je trouve qu'en plus, ça prend une orientation de oui, ok, comment on va faire pour réconcilier la technologie et je sais pas si on peut utiliser le terme de kami, tu vois, mais un peu ces esprits de la forêt, etc. Du coup, il faut que tu arrives tout le temps à faire la balance entre je fâche pas les esprits, mais je me développe quand même au niveau de l'industrie. Et donc, du coup, tu dois jongler sur plusieurs tableaux comme ça. Peut-être c'est Dani Garcia aussi ou non pas du tout. Ouais, c'est Dani Garcia aussi, ouais, c'est pour ça. Je mets les deux dans un même bloc. Très très bien. Mais là, c'est Dani Garcia, je vais pas dire en roue libre, mais on lui a dit, vas-y, ta carte blanche jusqu'où tu vas, quoi. Et il va loin. Il aime bien pas fâcher les esprits.
Ouais, c'est ça. Il aime bien les faire chauffer, mais pas les fâcher. Je suis bien d'accord. Donc non, super cool d'avoir signé ces 2 titres-là. Voilà. Et puis après, il y en a un petit peu pour tout le monde en fin d'année, mais il y a la suite des gars qui ont fait Frostpunk, dont je parlais tout à l'heure, Glass Cannon, qui avec Apex et Dying Light. Alors Dying Light, du coup, ce sera plutôt 2026. On va avoir le petit jeu Bruno Catala. Du coup, comme je disais, Ludovic Maublanc, qui sortira. J'aimerais vous donner un nom, mais là, à l'heure actuelle où on se parle, il n'y a pas encore. J'ai un nom de code, mais qui est Clue et Duo, parce que doit trouver qui est l'autre et ça se joue à 2. Voilà, une petite vibe Mr. Jack Pocket pour ceux qui connaissent, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pour vous donner un peu ce sentiment-là, quoi. Il n'y a pas d'asymétrie déjà, c'est complètement symétrique. Vous battez à armes égales avec l'autre et il n'y a pas un nombre de tours. C'est le joueur doit prendre le risque de dire ok, je pense que je t'ai démasqué. Tu vois, c'est pour ça. Il y a vraiment un côté. Il y a un peu de guessing, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un guessing à 2 joueurs que je trouve terriblement efficace. On est très content de l'avoir signé. Ça, pour le coup, ce sera de la pure édition. Et puis voilà à peu près pour cette fin d'année. C'est quand même pas moche, tu vois. Déjà, Ouais, il y a déjà des trucs. Il y a des trucs. Il y a des trucs cool en plus, donc. Bah, j'espère en tout cas que ça fonctionnera. Oui, il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Faut juste qu'on fasse notre boulot correctement sur. Bah attendez, vous aimez ce genre de jeu? On a ça qui sort chez nous. Très cool. Bah en tout cas, merci pour cette première partie. Du coup, on va passer à la deuxième partie qui va être. Je vais te poser 3-4 questions et il faudra que tu me donnes des jeux qui vont avec. C'est plus pour, on va dire, savoir ton parcours de joueur pour le coup. Du coup, quel était ton premier lancé, c'est-à-dire le jeu qui t'a un peu amené dans cette passion de jeu de société? Et bah, je pense que consciemment, plaisir de jouer et vouloir y retourner, je pense que c'est mes premières parties de Donjons et Dragons quand j'étais enfant. Donc tu fais pas mal de jeux de rôle encore aujourd'hui ou? J'essaye. Il y a la volonté de ma part de vouloir faire du JDR, mais malheureusement, j'arrive pas à y consacrer autant de temps que je voudrais. Mais oui, c'est un truc qui m'a pas lâché, en tout cas. Et collège à peu près quand j'ai commencé, c'est le père d'un pote, d'un de mes meilleurs potes, qui a dit bah vous voulez essayer plutôt que d'essayer de faire des trucs qui fonctionnent pas dans votre coin. Bah oui, pourquoi pas. Et c'était trop bien. C'était trop bien. Et donc ouais, je pense que mes premiers lancers avec intérêt, c'est Donjons et Dragons. Ouais, c'est le premier jeu. Je pense que je le valide celui-là. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que dans ta ludothèque, il y a des jeux qu'on va dire une histoire, une importance pour toi? Je pense que, alors, au-delà de Donjons et Dragons, qui en a une fondamentalement, pour les raisons qu'on a expliquées juste avant, je pense qu'il y a 2 jeux, allez 3. On va mettre quand même Warhammer. Je considère que c'est un jeu. On va le mettre dedans. Mais au-delà de ça, Cthulhu Wars, je pense que c'est le premier jeu asymétrique auquel je joue et où j'ai pris une claque de ouf en termes d'équilibrage, en fait ça marche comme ça les jeux asymétriques, c'est une dinguerie. Puis en plus t'as des figurines qui sont gigantesques, tu te fais plaisir en termes de peinture et autres. Enfin Cthulhu Wars pour moi ça reste un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué et auxquels je joue encore. Voilà, c'est dommage d'ailleurs ce qui s'est passé avec la maison d'édition de Sandy Peterson, parce que je sais que là actuellement ils sont ils rament totalement pour livrer les derniers backers. C'est sombre histoire je crois. In fine, mais ouais, Cthulhu Wars, si un jour vous avez l'occasion de le faire, mais faites-le. Vraiment, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. C'est contrôle de territoire, diplomatie, asymétrie. Full package, quoi. Ouais, mais tu passes pas 3 heures à table, en fait. Le jeu se règle en 1h30. C'est très nerveux, en fait. C'est très, très nerveux. C'est ça que j'aime beaucoup. Et dans ta façon de t'adapter à tes adversaires, je trouve que c'est un des meilleurs. Voilà. Et après, en jeu, tu vois, je parlais de Space Cowboy tout à l'heure, et ben c'est parce qu'en fait le premier jeu où je me suis dit, waouh, ça ressemble à ça, des auteurs de jeux, genre c'est des génies. C'est un vieux jeu qu'ils ont fait, c'est Elysium. C'est un jeu de cartes avec des divinités, enfin avec comment le dire. Chaque joueur va devoir faire une sorte de petit deck. C'est même pas du deck building. Tu vois, j'arrive même pas à le mettre, j'arrive même pas à le situer. Bon, grosso modo, vous jouez avec des dieux qui vont conférer un deck de cartes que vous allez mélanger. Vous achetez ces cartes-là, ça va vous donner des capacités. L'idée est de pouvoir scorer le plus de points, évidemment, mais vous avez 4 tours. Et en fait, il faut essayer de faire sa légende grecque, grosso modo. Je crois que c'est ça. Et donc, pour ça, bah, vous devez dire, bon, bah voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et plus tu arrives à avoir... C'est un jeu de collection, gestion, etc. Mais en fait,
tout était porté sur t'as 4 totems de 4 couleurs différentes. Et quand tu veux acheter une carte, il faut que tu dépenses ces totems. En fait, t'as pas de gestion de ressources pure, c'est juste à ces 4 totems-là. Et quand tu dis, bah tiens, je vais cramer mon totem rouge pour prendre cette carte-là, toutes les cartes qui ont un totem rouge pour plus tard, tu ne pourras plus la prendre. Et donc, du coup, t'es là, t'es obligé de calculer. Tu dois programmer, quoi, un petit peu. Exactement. C'est un super jeu de programmation sur ça. Et ça m'a claqué des neurones. Tu vois, par exemple, tu disais tout à l'heure, Eternal Deck, il m'a mis une claque. Et ben moi, je crois que c'est la première claque ludique que j'ai pris dans la tête en me disant, waouh, ah ouais, d'accord. Donc en fait, maintenant, je vous suis corps et âme. Tu vois, genre tous les jeux qu'ils ont. Puis après derrière, ils avaient rempilé avec un Time Stories. Autant te dire que celui-là, pareil. Time Stories pour le coup, c'est le jeu dans lequel moi je suis un peu rentré dans le jeu. Je suis rentré, j'ai joué à Time Stories. Je me dis waouh. Ah ouais. Bah ouais, hein, t'as vu? Okay. Moi aussi. Je fais waouh. Ok. Ok, bon bah vas-y, très bien. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Bah ouais, c'est ça. Enfin, Asylum, je me souviendrai toujours de ma première partie d'Asylum. C'était fou. Donc ouais, je pense que ce seraient les deux jeux qui m'ont accroché fort aux jeux de société. C'est Cthulhu Wars et Elysium. Ouais, c'est sûr 100%. Si j'en garde deux, c'est ces deux-là. Cool. Et y a-t-il un jeu dans ta ludothèque où pour X ou Y raison tu te débarrasserais pas? On va le jouer sentimentalement, mais je pense que si j'ai la place que j'ai aujourd'hui, c'est Escape the Dark Castle. Tu vois, c'est le premier où je me suis dit allez, go. C'est le premier jeu que j'ai fait. Je suis allé à Essen, c'était entre guillemets mon premier Essen Pro. J'étais avec ma conjointe. Elle vient me voir, elle me fait « Oh Pierre, je suis tombé sur un jeu là, faut que tu viennes voir, machin et tout. » Ok, je le teste, extraordinaire. Et puis ça s'est super bien fait. Thomas Pike, qui est l'auteur et le propriétaire de Zemborn Édition, ça s'est super bien passé. Très content d'avoir bossé avec lui. Et ouais, c'était mon premier jeu localisé, etc. Tu vois, où j'ai vraiment découvert ce que c'était que l'édition entre guillemets. Donc je pense que professionnellement, je garde celui-là. Ok, cool. Et quel jeu, du coup, tu sors le plus de ta ludothèque aujourd'hui? Ah, celui que je sors le plus de ma ludothèque aujourd'hui. Eh bien... il y a ceux que je voudrais et ceux que je sors en réalité. Et je pense que celui que j'ai sorti le plus récemment, je pense que c'est Harmony. Je pense que c'est Harmony parce que c'est tellement rapide, t'enchaînes les parties, quoi. Oui, en plus tu peux jouer un peu avec tout le monde. Je sais pas quel âge ont tes enfants, mais tu peux jouer. Ils ont 3 ans et 1 an et demi, donc on va éviter qu'ils avalent des trucs, quoi, tu vois. Oui, c'est un peu tôt pour Harmony. Donc je pense que c'est Harmony parce que c'est pareil, après ta journée de taf, les enfants endormis, etc. T'as pas envie de te lancer dans des trucs trop obscurs avec une mise en place trop longue et ça c'est bien. Voilà, ça c'est un jeu qui est arrivé à temps entre guillemets. Il était très très bien sur ça. Et y a-t-il un jeu autre que Pixie Game, parce que j'imagine que les jeux de Pixie Game tu les attends, mais que tu attends qui sortent vraiment, que tu dis ça va être cool? Alors là c'est très triste ce que je vais dire, mais je crois que j'ai pas d'attente particulière en termes de jeux de société. J'aime bien les découvrir. En fait, j'ai pas le temps de découvrir les jeux qui sortent présentement. Tu vois, je connais les jeux qui vont sortir plus tard, entre guillemets. Et donc, du coup, pour moi, c'est toujours une très bonne surprise de me dire, ah tiens, il y a ça qui est sorti. Vas-y, j'ai envie de le tester. Donc, ce serait plutôt des jeux sortis là récemment que j'ai très envie d'acquérir ou de tester. Bah, tu peux, on peut orienter la question comme ça. Ouais, je pense que Toy Battle, j'aimerais vraiment beaucoup. Battle Toy, je sais jamais dans quel sens c'est. Ouais, je suis là, j'aimerais beaucoup le tester pour voir si ça va marcher à la maison, entre guillemets, parce que je trouve qu'il est... Il est très immédiat. Moi j'aime beaucoup. Il est addictif de ouf, tu vois. Et je joue beaucoup, en fait, avec mon fils, qui est un peu plus grand que tes enfants, qui a 5 ans. Et je joue beaucoup à ce jjeu. Il adore ce jeu. Ouais, et cool. Et moi aussi j'adore, je trouve et puis c'est hyper addictif. Il y a ce côté jeu de téléphone, mais sur plateau, et c'est très... Il est vraiment bien ce jeu. J'ai vraiment c'est ça, tu vois. Donc celui-là, je dirais instant T. Et en fait, là, en réfléchissant bien, il y a quand même un jeu que j'attends fort, que j'ai backé, en fait. Donc c'est que je l'attends fort. C'est Avalon, qui est sorti sur Kickstarter il y a pas si longtemps. C'est les mecs qui ont fait Oathworld qui l'ont sorti, donc Shadowborn, si je dis pas de conneries, la maison d'édition. Et
aux grandes surprises, c'est une sorte de Cthulhu Wars. Contrôle de zone et tout, mais il pallie un problème qu'il y a dans Cthulhu Wars, si je devais être totalement honnête, qui est quand tu te fais raser, c'est très très dur de revenir. Alors que là, en fait, à chaque fin de tour, toutes les unités, elles reviennent en main. Donc en fait, tu perds les territoires, mais tu te fais pas wipe, tu te fais pas annihiler sur le board, sur le plateau. Pardon, faut vraiment que je supprime mes anglicismes. Et j'avais trouvé ça très fin comme mécanique au final, de te dire, bah, c'est pas grave, j'ai juste pas investi assez de ressources. Au tour prochain, j'investirai autrement mes ressources. Mais t'as quand même une chance de revenir, quoi. Exactement. T'as tout le temps une chance de revenir. Je trouve que la légende arthurienne est super bien traitée. Il y a quelques mécaniques, très élégantes au niveau du combat et autres, qui est du stop ou encore mêlé avec du blackjack. J'ai trouvé ça très très sympa. Lui, j'attends. Ouais. Voilà. Comme ça, t'as mon jeu présent et mon jeu futur. J'ai tout. Ok, très bien. Bah, du coup, on va arriver dans la dernière partie de cet épisode, qui est un petit jeu. Du coup, tu arrives sur une île déserte et tu as le droit de ramener 5 jeux, pas un de plus. Et quel jeu, du coup, tu ramènerais? Cthulhu Wars, Elysium, Donjons et Dragons. Je pense que je prendrais Eternal Deck quand même, objectivement, parce que t'as vraiment moyen de t'éclater de ouf, surtout de t'insulter. Parce que mine de rien, c'est un jeu coopératif. Et oui, bah ça, comme tous les jeux coopératifs. En plus, c'est les jeux coopératifs comme ça, t'as toujours oh, on y était presque, et t'as celui qui fait un move genre improbable, ou même le bon move mais qui était un peu juste, et tu dis oh mince, on l'a raté, allez on y retourne, faut qu'on réussisse cette fois. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'en dernier, on n'en a pas beaucoup parlé, mais mine de rien, j'ai quand même une affinité forte avec ça, c'est Magic. Tu vois, genre très carteux. Voilà, je pense que je pars sur. J'ai ça, je m'emmerde pas, tranquille. Ça va bien se passer. Une génération, je pense. Magic. Ouais, c'est ça. 90, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. On a été marqué avec cette merde. Donc effectivement, c'est genre. Tout le monde a son tatouage dans le dos, etc. Richard Garfield dans notre cœur. Ouais, c'est bon, on a ça. Donc ouais, je pense que je pars avec ça et puis j'ai plus besoin de trop de m'en faire. Ok, bon bah en tout cas très très bien. Merci du coup pour cette heure et demie passée avec nous, c'était très cool. Ouais, hésite pas à couper, hein, c'est trop long. Hein. S'il y a des trucs pas intéressants, on coupera. Bon, si l'épisode fait 1 minute, ne vous inquiétez pas, c'est... Donc en tout cas merci pour ça, et moi, je t'en prie. peut-être merci de l'invitation. Dans le monde ludique, on se recroisera. Oui, c'est son premier